Bonjour et bienvenue à notre sixième saison de McGill à vos côtés, une série de web-émissions qui a pour but de soutenir les proches aidants familiaux et informels des personnes atteintes des troubles neurocognitifs. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour les troubles neurocognitifs et fondatrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique de professionnels de la santé de McGill qui supervise ce programme, notamment le docteur José Moret, directeur de la division de gériatrie, et le docteur Serge Gauthier, professeur émérite au département de neurologie et de psychiatrie. McGill à vos côtés bénéficie du soutien du programme d'engagement communautaire de Amelia Saputo pour les soins de la démence. Le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources gratuites pour éduquer et soutenir les personnes atteintes des troubles neurocognitifs, les proches aidants, les professionnels de la santé, les étudiants en médecine ainsi que le grand public. L'une de nos ressources les plus importantes est ce guide d'accompagnement qui est disponible pour télécharger gratuitement. C'est traduit dans 14 langues différentes et vous pouvez aussi obtenir des copies imprimées quand vous allez consulter notre site web. C'est aussi distribué parmi plusieurs CLSC et les cliniques de mémoire à travers le Québec. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, ce qu'il faut savoir sur les hallucinations, les troubles délirants et la paranoïa. Je suis très heureuse de pouvoir euh, souhaiter la bienvenue à cette importante conversation avec le docteur Simon Ducharme. Alors, je vais demander à docteur Ducharme de se présenter. Et bonjour Claire. Simon Ducharme, je suis neuropsychiatre de formation et clinicien-chercheur à l'Institut Douglas et à l'Institut neurologique de Montréal. Donc, je suis spécialisé dans les troubles neurocognitifs et en particulier l'interface entre les troubles neurocognitifs et les troubles psychiatriques. Donc, cela inclut des recherches au niveau des biomarqueurs pour le diagnostic, des essais cliniques au niveau du traitement. Et je suis en charge de la division de gérontopsychiatrie et neuropsychiatrie à l'Université McGill. Je suis vraiment appréciée que vous êtes avec nous aujourd'hui. Ça va aussi m'aider à pratiquer mon français. J'ai pris un petit break pendant l'été, alors ça va m'aider pour mon cerveau de pratiquer mon français. Alors, si vous occupez d'une personne qui présente actuellement ces symptômes, nous espérons sincèrement que ce webinaire aujourd'hui va vous permettre de mieux comprendre les comportements et vous aidera à vous sentir plus confiant et soutenu dans votre parcours d'être un proche aidant. Alors, Docteur Duchamp, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre pourquoi les troubles neurocognitifs entraînent parfois des symptômes comme des délires, des hallucinations et la paranoïa? Bien sûr. Donc, on peut commencer avec certaines définitions. Donc, peut-être juste là, pour l'ensemble de l'entrevue, là, on parle de troubles neurocognitifs. Ça se peut que vous m'entendiez utiliser l'acronyme TNC, qui est la façon plus rapide de le dire, ou encore, on utilise encore dans certains contextes là, le terme démence, qui fait référence au stade de perte d'autonomie lié à ces maladies-là. Donc aujourd'hui, on parle de symptômes psychiatriques qu'on va voir dans les TNC, les hallucinations et les délires. Donc, allons-y un peu avec un peu une définition. Qu'est-ce que sont ces symptômes-là? Donc, les hallucinations, c'est un trouble perceptuel, c'est-à-dire que la personne va percevoir des sons, des images, des sensations comme si c'était réel. Donc, la personne va véritablement entendre quelqu'un parler, voir quelqu'un dans la pièce, sentir que l'on bouge son corps, même si le stimuli n'existe pas. Donc, c'est vraiment une activité autonome du cerveau qui crée ce son-là. Donc, pour la personne qui a l'hallucination, c'est vrai, c'est réel, mais bien sûr, personne autour ne peut entendre le son. Donc, ça, ce sont des hallucinations. Euh, les délires, ce sont plutôt des croyances, des idées.
Donc, la définition d'un délire, c'est une idée fausse figée. Donc, c'est-à-dire une croyance à propos du monde extérieur qui n'est fausse et qui ne peut pas être corrigée avec des arguments logiques. Donc, c'est vraiment une croyance euh, à laquelle la personne tient et ne va généralement pas changer d'idée, même si on lui amène preuve après preuve du contraire. Et donc, dans les délires, on a souvent des idées de persécution ou de paranoïa. C'est une des formes de délire que l'on voit régulièrement. Et donc, on peut avoir des hallucinations avec des délires ou l'un ou l'autre en isolement. On voit ces symptômes-là chez les patients qui ont des troubles neurocognitifs parce que les différents centres du cerveau qui peuvent créer cette symptomatologie-là vont être abîmés par la maladie dégénérative. Donc, on va carrément avoir du dommage au niveau des centres, par exemple de l'interprétation du son, et ça peut nous mener à des hallucinations. On a aussi des problèmes cognitifs, donc une fragilité au niveau de la capacité du raisonnement logique. Donc, la personne peut avoir une idée, va avoir de la difficulté à réévaluer cette idée-là comme étant vraie ou fausse à cause des déficits cognitifs. Donc, ce sont des symptômes qu'on va voir quand même assez régulièrement chez les patients souffrant de démence et ils peuvent être particulièrement difficiles à gérer pour les aidants. Alors, ça me fait penser, quand on utilise le mot démence ou TNC, les gens posent souvent la question, c'est quoi la différence entre la maladie Alzheimer et la démence? Est-ce que vous pouvez juste expliquer ça? Oui, donc ça, c'est une question qui revient toujours. Donc, démence, c'est un terme qui est très large. Donc, démence, ça inclut toutes les maladies qui mènent à une perte d'autonomie et de capacité cognitive. Donc, la démence, c'est vraiment un état descriptif de la perte d'autonomie, mais ça ne sous-entend pas une cause spécifique. Donc, on pourrait avoir une démence parce que, par exemple, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu un gros traumatisme crânien avec beaucoup de dommages cérébraux. Je ne suis plus capable de fonctionner de façon autonome, donc j'ai une démence secondaire à un trauma crânien. Donc, la maladie d'Alzheimer, ça, c'est une cause dégénérative qui est la plus commune. Donc, c'est pour ça que les deux termes ont été souvent associés, parce que la démence due à la maladie d'Alzheimer, c'est la plus commune dans le vieillissement. Mais la maladie d'Alzheimer, c'est une des causes possibles de démence. Alors, est-ce que les symptômes peuvent changer dépendant du type de démence que la personne souffre? En effet, donc on va voir des symptômes psychotiques. Quand on dit symptômes psychotiques, c'est la combinaison des deux, délire et ou hallucination. On peut les voir à différents stades des maladies. On peut les voir au début, vers la fin. On peut les avoir dans à peu près toutes les formes de troubles neurocognitifs. Par contre, il y en a dans lesquels c'est plus commun. Donc, par exemple, les hallucinations visuelles très vivides, très bien formées, c'est un symptôme que l'on voit beaucoup dans les démences à corps de Lewy. Donc, ces gens-là vont avoir tendance à voir des êtres humains, des animaux, vraiment des choses très, très claires visuellement qui vont être dans la pièce. Et ça va arriver relativement tôt dans la maladie. Euh, En maladie d'Alzheimer, à cause des troubles de mémoire à court terme, on a souvent des idées délirantes autour du vol, de l'intrusion ou même de la jalousie envers le ou la conjointe. Et ça s'explique bien au niveau cognitif. Donc, si j'ai, par exemple, égaré un objet important, mes clés, mon portefeuille, de l'argent, et je ne me souviens plus où je peux les trouver parce que j'ai un problème de mémoire à court terme. Et étant donné que dans ces maladies-là, souvent, le cerveau n'a pas beaucoup d'autocritique, c'est-à-dire la personne ne sait pas qu'elle a oublié, bien, elle va naturellement chercher à construire une histoire explicative. Donc ça, c'est un mécanisme psychologique qui est constamment en action. On est toujours en train d'essayer de créer un sens à nos perceptions. Et donc, logiquement, je pensais avoir 100 dollars d'argent sur mon bureau. L'argent n'est plus là et je me souviens pas que je vais aller la mettre dans mon tiroir. Ben, quelqu'un a dû me le voler. Si quelqu'un a dû me le voler, ça veut dire que quelqu'un est entré dans mon appartement. Et donc, ça peut donner des idées assez élaborées et qui peuvent mener à de la colère et de l'agitation.
Alors, si on regarde l'évolution de la maladie, puis c'est dans trois parties, le début, au milieu, puis à la fin, quand est-ce que ces symptômes apparaissent ou est-ce que ça peut apparaître au début? Est-ce que ça peut soudainement venir au milieu de la maladie? Et combien de temps ça peut durer? Parce que c'est ça, souvent on fait poser la question des proches aidants. Quand est-ce que ça va terminer? Ouais, le plus commun, c'est dans les stades plus modérés de la maladie qu'on va avoir le plus de ce type de symptômes importants, mais on peut les avoir dès le départ. Ça peut même, par exemple, dans les démences frontotemporales, être la manifestation initiale de la maladie. Euh, En général, ce sont des symptômes qui ont tendance à durer assez longtemps. Donc, on parle de plusieurs mois, voire des années. Par contre, tout ce qui est troubles de comportement, symptômes psychiatriques en troubles neurocognitifs, peut fluctuer à travers le temps. Donc, ça va faire partie de ce qu'on va discuter plus tard au niveau des principes de traitement, de périodiquement tenter de retirer un traitement pour voir si le symptôme est toujours actif. L'impact du symptôme peut aussi changer selon le stade de la maladie. Donc, par exemple, certains symptômes comme les délires de persécution, de paranoïa, de vol, au début peuvent mener à beaucoup de colère et d'agitation, mais parfois, lorsqu'on atteint les stades plus sévères, la personne n'a plus l'énergie physique, motrice, ce qu'on appelle de l'apathie. Donc, peut-être que l'idée est encore là, mais elle est moins perturbatrice parce qu'il y a moins cette capacité-là d'agir sur le symptôme. Et aussi, j'imagine, parce que la communication va vraiment devenir de plus en plus difficile. Alors, verbalement, la personne ne va pas être nécessairement capable de s'exprimer de la façon qu'il s'exprime au début. Euh, il est possible qu'à un certain point, on n'arrive plus à savoir qu'est-ce que la personne pense parce qu'elle peut développer ce qu'on appelle de l'aphasie, c'est-à-dire une perte de langage qui est liée à la neurodégénérescence. Et donc, on se retrouve devant quelqu'un qui est soit très difficile à comprendre verbalement ou ne comprend plus nos questions. Donc là, le symptôme devient inexistant par perte de la capacité langagière. Alors, ces symptômes peuvent être très bouleversants pour pour les membres de famille. Quelles sont les difficultés émotionnelles le plus courant que vous voyez que s'expriment les familles? C'est un symptôme qui va générer très naturellement beaucoup de frustration et de colère parce que souvent, le proche aidant va être la cible de la croyance. Donc, va être accusé d'avoir commis l'adultère, va avoir été accusé de laisser quelqu'un rentrer dans la maison. Et donc, la personne se retrouve dans une situation où non seulement elle doit accepter que son ou sa conjointe a une maladie grave et dégénérative, qu'il vienne d'être placé dans un rôle d'aidant naturel, ce qu'il n'avait probablement pas prévu faire. Hein. Des fois, on va voir des maladies dégénératives chez des gens relativement jeunes où les gens sont pris de court. Et en plus, si on vient ajouter que non seulement on fait ça, mais en plus on se fait accuser de faire des choses, parfois avec véhémence, avec une certaine agressivité, c'est très, très, très fâchant. Et la réaction naturelle, c'est de vouloir argumenter, c'est de vouloir convaincre l'autre, mais non, c'est pas vrai, j'étais avec ma sœur hier, j'étais pas avec un autre homme, et donc de vouloir essayer de convaincre, et ça ne fonctionne pas. Donc là, dans la nature d'un délire, c'est une erreur cognitive qui ne va pas répondre aux arguments logiques. Donc c'est toujours une perte de temps et d'énergie que d'essayer d'argumenter contre ces symptômes-là. Donc on est toujours mieux d'aller vers des approches de communication avec moins de confrontation que de tenter de convaincre la personne. Mais c'est très naturel d'avoir cette réaction-là. Donc, ça fait souvent partie des explications qu'on donne lorsqu'on pose un diagnostic, lorsqu'on dirige les gens vers les ressources de lecture ou vidéos comme on est en train de faire. C'est très important pour comprendre que ces symptômes-là, comme les hallucinations, les délires, ce sont des symptômes de la maladie qu'on voit souvent dans cette maladie-là et qui sont des symptômes involontaires. Donc, la personne ne se rend pas compte qu'elle fait ça, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas de la vengeance, de la rigidité, c'est vraiment, ça fait partie des maladies, incluant la maladie d'Alzheimer.
Et je vois souvent des accusations, par exemple, des mères qui accusent leurs filles de jamais aller leur voir, de jamais leur téléphoner, Ouais. quand ils sont toujours en train de se parler, euh, ou vous m'aimez plus, vous n'êtes jamais là pour moi. Je suis, comme en anglais, on dit un burden. Alors, je pense qu'aussi avec la perte de mémoire, ils vont pas se souvenir que la fille était juste là le matin, n'est-ce Ouais, pas? ça, c'est vraiment un symptôme cognitif. Donc, c'est-à-dire, c'est les oublis, ça. Donc, Oui. si j'ai oublié, ben, je vais dire des choses qui sont basées sur le fait que je ne m'en rappelle pas. Donc, je ferai une distinction entre dire tu n'es pas venu me voir depuis une semaine alors que la personne était là tous les jours. Ça, c'est un oubli. Donc, on ne qualifierait pas ça de délai. Un délire implique une projection vers un comportement, donc l'idée de l'adultère dont on parlait tantôt, ou du vol. Mais lorsque j'écoutais ta description, une des choses aussi qui est particulièrement difficile, c'est que les délires, les accusations, elles ne sortent pas de nulle part. Elles vont ressortir aussi de facteurs de personnalité. Et donc, ça devient difficile pour l'aidant parce qu'on va reconnaître certains peut-être types de critiques ou d'accusations qui étaient là avant, mais là, ils vont prendre beaucoup d'ampleur. Et donc, il y a énormément de couches d'émotions qui sont impliquées. Et donc, c'est dur de venir démêler tout ça, puis de démêler des fois ce qui est des douleurs qui remontent un peu plus à l'enfance, de ben ça, c'est la maladie, puis on va pas la changer, puis une acceptation un peu radicale du comportement. Et alors, je vois souvent ces comportements peuvent avoir vraiment un gros impact sur sur la relation des familles, la dynamique des familles. Parce que souvent, si par exemple, je m'occupais de ma mère et je prends le temps pour bien comprendre cette maladie-là, mais si j'avais pas un frère, mais si mon frère faisait pas la même chose et perd beaucoup de patience avec ma mère, ça peut vraiment créer ça peut déchirer une famille. Euh, Comme vous disiez, c'est pas tout le monde qui peut dire, OK, ne prends pas ça personnellement. Ça peut causer beaucoup de peine à cause des mots, les gestes que les personnes font. Et je pense que l'éducation est très importante, que tout le monde comprenne. C'est pas nécessairement la personne. Oui, ça pourrait être la personnalité avant, mais c'est vraiment la maladie. Ouais, donc la désinhibition, puis lorsqu'on parle de délire, là, on est vraiment dans la maladie, dans les idées fausses. On veut essayer le plus possible que toutes les personnes qui interviennent avec la personne qui a la maladie aient une approche constante. Donc, on va parler tantôt là, de comment ne pas confronter, distraire plutôt, mais oui, des fois, on va avoir des discordances entre les générations, entre les personnes impliquées. Ça peut mener à des conflits à l'interne. Alors, c'est une bonne lien. Alors, on va faire quelle stratégie pratique de tous les jours est-ce que vous pouvez offrir aux proches aidants pour essayer de gérer ces délires et ces paranoïas? La première étape, c'est premièrement de comprendre la nature involontaire du symptôme. Donc, on demande si c'est un symptôme de la maladie et on l'accepte comme tel. La deuxième chose, c'est une fois qu'on est arrivé à la première étape, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une intervention? Donc, je donnerai un exemple. Par exemple, la personne qui a une maladie assez avancée, des fois, va se parler dans le miroir, comme soit ils entendent quelqu'un ou ils sont confus qui est la personne dans le miroir. Si la personne se parle dans le miroir doucement, elle n'est pas agitée, elle n'est pas en train d'être très nerveuse, anxieuse, ça a l'air même un peu amusant, ben on peut juste la laisser faire, ça va l'occuper. Donc, c'est pas un symptôme qui crée de la détresse, il n'y a pas de conséquences. On n'a pas besoin d'aller vite, vite, là, lui dire, mais non, il n'y a personne dans le miroir, puis là, on crée de l'agitation. On peut tolérer un symptôme, même si des fois c'est un peu bizarre, s'il ne crée pas de conséquences. Euh, Si un symptôme entraîne des impacts, donc la personne devient agitée, a des comportements erratiques, dangereux, peut devenir voire agressive à l'occasion, ben là, on va vouloir intervenir.
Et on va chercher dans une première étape à intervenir de façon, qu'on va dire, non pharmacologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas y aller avec la médication comme première étape. Et donc, dans les approches comme ça, sans la médication, ben, le premier, c'est la façon de communiquer. Donc, comme on l'expliquait un peu plus tôt, les délires ne vont pas changer parce qu'on amène des arguments. Donc, on va vraiment vouloir enlever presque entièrement tout l'aspect de confrontation, là, d'argumentation, de blâme, de colère, pour y aller vraiment dans une conversation, un style d'approche beaucoup plus doux, qui va plutôt chercher à changer la fixation par des méthodes de distraction. Donc, est-ce que ça peut être d'amener la personne dans une autre pièce, dans un autre lieu, un autre sujet de conversation, amener quelqu'un d'autre au téléphone, un enfant, de la musique, écouter une émission. Donc, quelque chose qui va prendre la personne malade puis qui va changer son idée. Parce que ces idées fixes-là, souvent, c'est des boucles. Une fois qu'ils sont dans la boucle, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ils sont fâchés, ils sont fâchés. Puis là, pouf, on change l'attention sur quelque chose d'autre. Puis peut-être 10 minutes plus tard, ils s'en souviennent plus qu'ils parlaient de ça. Donc ça va vraiment être les meilleurs types d'approches. On doit aussi essayer d'identifier les déclencheurs. Donc, parfois, ces symptômes-là, ils ont un pattern, c'est-à-dire qu'ils vont survenir à des moments spécifiques de la journée, des lieux spécifiques. Ils peuvent être déclenchés peut-être par certains symptômes physiques, la fatigue, le besoin d'aller à la toilette ou autre. Et donc, si on voit qu'on est capable d'identifier des déclencheurs, ben, la deuxième étape, c'est est-ce qu'on peut minimiser ces déclencheurs-là? Est-ce qu'on peut changer un peu la routine de la journée, éviter certaines choses pour essayer de diminuer la fréquence de ces périodes-là d'escalade? Et je vois aussi souvent avec les membres de famille, c'est les membres de famille ne veulent pas que la vie change. Alors, ils vont introduire trop de stimulation. Par exemple, ils vont dire, mais maman voulait toujours aller au restaurant manger ou elle voulait toujours aller au centre d'achat ou on va continuer à faire le voyage. Mais les membres de famille ne voient pas souvent que peut-être c'est trop stimulant de recevoir 20 personnes pour Noël. Les petits-enfants qui courent partout, la télévision est trop fort, les animaux jappent. Et la personne commence à... Des fois, les gens commencent à mettre leurs mains comme ça ou ils quittent, mais je pense qu'il faut regarder... Nous, il faut regarder. C'est pas à nous de changer. Excuse-moi, c'est pas à la personne de changer, c'est à nous de changer. Et il y a beaucoup de déni qui se passe parmi les membres de famille. Alors, je pense que l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour d'eux, pourquoi, qu'est-ce qui a pu causer des déclencheurs comme vous avez mentionné. Et c'est très juste, puis j'ajouterais, euh, souvent les gens, justement, un peu dans leur culpabilité, vont confondre la cause avec la conséquence. Donc, la personne qui a la démence va souvent avoir tendance à avoir un peu moins de motivation, d'énergie, va avoir tendance à se retirer socialement. Et donc, souvent, ce qu'on va voir, puis ça, c'est particulièrement pas l'aidant immédiat, là, c'est souvent la deuxième couche, là, les frères et sœurs, les enfants qui sont pas toujours là. Mhm. Ils vont arriver à une conclusion de se dire, ah, ben, c'est parce que la personne n'est pas assez stimulée. Elle régresse parce qu'elle n'est pas assez stimulée, alors que la personne a la maladie qui progresse et qui fait qu'elle se désengage. Et donc, si on tente de trop lutter contre ça et de surstimuler, ben oui, ça va mener à des épisodes d'agitation. C'est très important de suivre le rythme de la personne qui a la maladie. Puis, dans le fond, de le voir, hein, les gens me demandent souvent est-ce que je peux aller en voyage avec ma mère, mon mari, tout ça. Ben, vous allez le voir. Si lorsque vous transportez la personne dans le condo en Floride, il passe la semaine à être agité parce qu'il ne sait pas où il est, puis il n'arrive pas à revenir, ben, ne le refaisait plus. C'est un peu ça, là. Donc, c'est pas, on va pas essayer de forcer la personne en se disant, faut qu'elle bouge plus, faut qu'elle voit plus de monde. On suit le rythme de la personne selon la spécificité de ses symptômes.
Alors, à quel moment est-ce que ça peut devenir dangereux pour les membres de famille et qui va avoir doit avoir une intervention médicale? Parce que souvent, il peut avoir, ça peut être verbal au début, mais à quel moment est-ce que ça peut être dangereux? Il y a différents types de dangers qui sont liés aux symptômes de délire et d'hallucination. Il peut y avoir des dangers pour la personne elle-même. Si le comportement est influencé par les délires ou les hallucinations, donc aller dans la rue parce qu'on entend quelque chose, on pense qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la rue, avec un mauvais jugement au niveau des risques. J'ai déjà eu une patiente il y a longtemps qui voyait des enfants de l'autre côté de son balcon, puis qui étaient portés à vouloir essayer d'aller les sauver, puis qui étaient à risque de tomber du balcon. Donc ça, c'est des dangers pour la personne elle-même. Ensuite, pour l'environnement, pour les proches aidants, il y a différentes sources de danger. De façon plus banale, il y a l'épuisement. Donc, si la personne est constamment agitée, se réveille la nuit, réveille les dents naturelles, ben, on va avoir un épuisement qui, pas après 24 heures, mais qui à terme va devenir un problème, qui peut mener à des problèmes de santé. Donc, si on va vouloir intervenir. Puis finalement, ben, c'est pas la majorité des gens, mais ça arrive quand même souvent qu'il peut y avoir des menaces verbales et des agressions physiques. Donc, la personne dans sa colère, sans être vraiment consciente de ce qu'elle fait, peut lancer des objets, peut pousser, envoyer une claque, pincer, dans les cas beaucoup plus avancés de démence, même des choses comme mordre ou des réflexes comme ça. Et donc ça, c'est important comme proche aidant de ne pas accepter ça, là. Donc, ce sont des situations dans lesquelles il faut intervenir médicalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de proches aidants qui cachent ces actions-là. Ils pensent que c'est juste arrivé une fois que ma mère, mon père, mon mari m'a pris par le bras ou qui m'a poussé ou qui m'a frappé au visage. Ouais. Et ça peut arriver, ça peut continuer à arriver. Et c'est très important de prendre en considération notre sécurité. Et surtout, on voit, c'est des personnes plus âgées qui occupent une personne plus âgée. Nous sommes fragiles comme humains. Alors, c'est pas la personne, il ne le fait pas par exprès, mais c'est la maladie qui peut causer du mal aux proches aidants. Alors, il faut vraiment avertir le travailleur social aller à l'urgence si nécessaire, appeler 911, mais il faut pas accepter de se faire. Non. Et c'est rare que c'est seulement une fois, hein. Effectivement, Exactement. s'il est arrivé quelque chose d'exceptionnel une fois, puis qu'il y a eu un léger geste, bon, peut-être que ça revient pas, on n'a pas besoin d'intervenir, mais d'habitude, c'est des patterns qui vont se répéter si on ne modifie pas quelque chose. Alors, quel est le rôle des médicaments? Alors, est-ce que vous pouvez expliquer quel type de médicaments sont utilisés et pour combien de temps pour gérer ces comportements? Une des bonnes nouvelles par rapport à ces symptômes-là d'hallucination et de délire, c'est qu'il y a plusieurs médicaments qui sont assez efficaces pour diminuer grandement l'intensité de ces symptômes-là. Donc, parfois, le médicament ne va pas complètement enlever le symptôme, mais va diminuer l'intensité. Donc, l'hallucination devient moins intrusive, crée moins d'agitation, entraîne moins de conflits ou d'erreurs de jugement. Donc, en général, on va utiliser de très basses doses de médicaments de la classe des antipsychotiques. Donc, les antipsychotiques, ce sont les médicaments qui ont été développés surtout pour les maladies psychotiques graves comme la schizophrénie, troubles schizoaffectifs. Mais dans ce contexte, on va venir les utiliser en très petite dose pour enlever seulement ce symptôme-là. Donc, les médicaments qu'on utilise souvent, la risperidone, la quétiapine, olanzapine, aripiprazole, allopuridol, donc des petites doses de ces différentes molécules-là, des fois une fois par jour, des fois deux fois par jour peuvent être très efficaces pour réduire le symptôme. Donc, lorsque l'on prescrit ce type de médicament-là aux gens qui souffrent d'une démence, on y va toujours avec de très petites doses et on est prudent sur les augmentations parce que ce sont des gens souvent âgés qui ont un cerveau fragile à cause de la maladie dégénérative, donc ils sont plus susceptibles d'avoir des effets secondaires. Les effets secondaires qu'on surveille, il y a des effets secondaires de somnolence. Ça, c'est généralement en dose plus élevée. Il peut y avoir des effets secondaires neurologiques, des tremblements, de la rigidité.
et avec certains de ces médicaments, il peut y avoir des gains de poids. En général, lorsqu'on est dans les très petites doses, comme ce qu'on fait en pratique avec les TNC, on peut éviter la majorité des problèmes d'effets secondaires. Donc, on va venir introduire le traitement. On doit se donner une période de temps. Ce ne sont pas des médicaments qui agissent du jour au lendemain. En général, ça prend quelques semaines pour avoir un effet et on va tranquillement augmenter la dose si besoin. Une fois qu'on a eu une bonne réponse, qu'on a diminué le symptôme, ben, on va se donner peut-être une période d'environ 6 mois. Et après 6 mois, c'est important de venir réviser, est-ce qu'on a toujours besoin du traitement? Et si on n'est pas certain, peut-être tenter une réduction de dose, voir est-ce qu'on peut enlever, étant donné la nature cyclique des différents troubles de comportement qu'on voit en démence. Il y a d'autres classes de médicaments aussi qu'on va utiliser, surtout pour l'agitation, parfois certains antidépresseurs, des stabilisateurs de l'humeur. Donc, parfois, on va venir mettre ça en combinaison. Et je pense que les membres de famille doivent comprendre que ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois à vraiment bien régler ou gérer les comportements. Souvent, les gens pensent que oh, le docteur a fait une prescription, puis ils ont pris ça pendant 1 ou 2 jours, puis rien change. Ouais. Ça ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir une certaine patience, donc au minimum 2 semaines après chaque changement de médicament pour avoir une idée, mais même 4 à 6 semaines pour avoir le plein effet. Donc, c'est en effet un piège de monter les doses trop vite. Donc, ça, c'est une situation dans laquelle on risque de se retrouver avec plus d'effets secondaires si on ne laisse pas le temps aux médicaments d'agir, puis on monte tout de suite la dose après 2 jours, 4 jours, 6 jours. Là, hop, on se retrouve avec une dose trop élevée après 3 semaines. Alors, ma dernière question, c'est vraiment quel conseil donnerez-vous aux proches aidants qui se sentent dépassés ou effrayés lorsqu'ils doivent gérer ces comportements et aussi pour vraiment naviguer le parcours des troubles neurocognitifs? Ben, je suggère toujours aux gens de lire sur la maladie, d'aller chercher des ressources d'éducation, comme ce programme-ci au niveau de McGill, de l'éducation en troubles neurocognitifs. Ça peut être les sociétés d'Alzheimer ou les sociétés de différentes maladies spécifiques. Lorsque l'on comprend mieux la maladie, on comprend mieux ces symptômes perturbateurs-là. Donc, il y a une meilleure compréhension. On constate aussi qu'en général, on n'est pas seul, hein. Des fois, les gens, c'est nouveau pour eux. Ils ne savent pas que c'est fréquent en Alzheimer de penser que la personne se fait voler. Alors, donc, il y a un aspect de compréhension. Puis, je suggère aussi aux gens d'aller impliquer les gens un peu plus à l'extérieur. Donc, c'est long, ces maladies-là, c'est épuisant. Donc, aller chercher la famille élargie, les ressources communautaires, l'aide à domicile du CLSC pour diminuer le fardeau sur le long terme. Souvent, les proches aidants, ils ont tellement de culpabilité, puis ils disent, oh non, c'est seulement moi qui va s'occuper de ma mère, mon père, mon épouse. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Ils font un épuisement, comme moi j'ai vécu ça moi-même. Et c'est très important de chercher du soutien le plus tôt possible, pas attendre jusqu'à temps qu'on est fatigué, épuisé, frustré. Il faut vraiment faire nos recherches au début. Un autre message clé, c'est d'aller de l'avant avec de l'aide, même s'il y a de la résistance de la personne qui a la maladie. En soi, on entend ça souvent, là, ah ben, j'y ai demandé, puis elle a dit non. Mais pour les gens qui écoutent, là, ça, c'est 95% des patients avec la démence, ils vont dire non. Donc, on le fait pareil. Donc, on le fait graduellement, on amène de la routine, puis éventuellement, ça s'installe, puis ça finit par fonctionner. Donc, il faut aller chercher ce dont on a besoin, même si des fois, ça demande un petit peu d'insistance. Merci beaucoup, Docteur Duchamp, pour votre immense expertise dans ce domaine-là. On est très content parce que nous réalisons actuellement une série de vidéos avec le Docteur Duchamp afin d'aider les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs proches aidants. Les vidéos vont porter attention aux comportements difficiles et ils vont sortir juste à peu près en décembre. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre infolettre
au www.mcgill.ca/démence pour savoir comment avoir accès à ces vidéos-là. Et en attendant aussi, nous avons notre guide des troubles neurocognitifs que vous pouvez accéder gratuitement sur notre site web. Et nous avons beaucoup, beaucoup d'autres ressources gratuites pour soutenir les proches aidants, les patients et les professionnels de la santé et les étudiants. Alors, merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui et bon après-midi. Merci de l'invitation.